Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous. L'espérance de vie, qui se situait entre 25 et 30 ans au milieu du XVIIIe siècle, atteint actuellement un peu plus de 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Mais l'espérance de vie en bonne santé est-elle plus basse ? Un peu plus de 65 ans pour les messieurs, 67 ans pour les dames. Le vieillissement est acquis et concerne donc une partie importante de la population française, puisque d'après les prévisions, les 75-84 ans devraient dépasser les 6 millions de personnes d'ici 2030. Le docteur Christophe de Gégère, fondateur de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, chargé d'enseignement à la faculté des sciences de Paris, pense que nous pourrions faire beaucoup mieux et propose dans son dernier ouvrage, au titre explicite « Médecine de la longévité, une révolution » chez Guy Trédaniel. Vous proposez une réflexion sur l'allongement prévisible de la durée de vie en bonne santé. Vous nous parlez dans cet ouvrage du vieillissement, de la sénescence, du capital santé. Vous mettez à plat, nuancez, corrigez les nombreuses erreurs sémantiques et pratiques que nous continuons à commettre par habitude ou par peur. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour. Ravi de vous accueillir, docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. C'est l'heure de notre entretien de cette première partie. Je vous passe la parole. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Docteur de Gégère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'homme a toujours essayé de vivre plus longtemps, mais nous sommes, dites-vous, la première génération à avoir les connaissances suffisantes pour agir concrètement, non seulement sur l'allongement de l'espérance de vie, même en bonne santé, mais sur le capital santé. Vous nous expliquerez cette notion un peu plus loin. Vous ne vous contentez pas d'une supplémentation aveugle ou de quelques conseils approximatifs, voire inexacts, mais proposez une démarche médicalisée et scientifique qui s'appuie sur des données actualisées de génétique, de physiologie, de biologie et des procédures évaluées et réévaluées régulièrement par des bilans successifs, cliniques, sanguins, physiologiques, radiographiques. On parlera du DEXA scan. Vous pensez qu'il est plus intéressant de comprendre les mécanismes du vieillissement plutôt que de subir le fatalisme des maladies qui ne sont que les conséquences. Quelques mots sont lancés, nous allons les développer et en rajouter quelques-uns. Le vieillissement comporte deux phases. Alors, une période positive qui correspond au développement de l'organisme, alors elle va de la naissance à la fin de l'adolescence. Oui, c'est une phase de construction. Vieillissement, en fait, ça veut pas dire grand-chose, c'est juste un marqueur du temps qui passe. Surtout quand il s'arrête à 20 ans. Non, mais cette première phase du vieillissement, nous, on appelle ça du développement. Et c'est vrai que ça commence, en fait, pas à la naissance, mais à la conception. Et ça finit à la fin de l'adolescence avec des variations entre les différents systèmes. Certains systèmes finissent de grandir ou de se développer à 16 ans, d'autres vont aller un petit peu plus loin à 22 ans. Mais moi, je garde cette notion de fin de l'adolescence, comme ça marque. On est là-dedans. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase du vieillissement qui est là moins passionnante, mais pourtant qui nous occupe tous les jours, c'est la sénescence. La sénescence, c'est-à-dire une dégradation très progressive de nos différents systèmes physiologiques. Mais qui commence donc très très tôt. Qui commence très tôt, bien plus tôt qu'on aime à le penser. Et ça me fait penser, je prends toujours dans ma tête l'analogie du toboggan. Quand on est à la piscine, dans toutes ces choses extraordinaires, il y a des toboggans. Et au départ, quand on grimpe sur ce toboggan, eh bien, il faut qu'on pousse, on veut prendre de la vitesse. Et il faut donner un effort. Et puis ensuite, on descend, et puis la vitesse augmente, et puis on perd le contrôle. Et à la fin, la seule chose que l'on puisse espérer, c'est qu'il y ait beaucoup d'eau dans la piscine qui est votre réceptacle. Donc, tel que moi j'aime bien le décrire, c'est qu'entre 20 et 30 ans, en gros, on a de telles réserves qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà mis les premiers pieds dans la sénescence. Et la sénescence, pour vous, c'est une dégradation lente de nos systèmes physiologiques. Absolument, progressive, insidieuse. J'aime bien aussi le terme d'insidieux parce que on ne s'en rend pas compte. C'est chaque jour, il y a un tout petit peu de plus de sénescence et qui va
comment dire, abîmer nos différents systèmes. Alors c'est important parce que pour vous, la maladie originelle, précisément, c'est ces naissances et c'est sur elles qu'il faut agir prioritairement pour éviter la dégradation physiologique et l'installation des maladies. Alors vous êtes gentil en disant pour moi, mais c'est pour de plus en plus de médecins et de scientifiques dans le monde un des éléments essentiels. Parce que finalement, c'est cette sénescence qui va nous amener aux pathologies. Pathologies qu'on sait de mieux en mieux diagnostiquer, traiter, mais on arrive toujours un peu tard. La pathologie devient l'accident, si j'ose dire. Et si l'on peut traiter, prendre conscience de cette dégradation avant, ça veut dire, au fond, retarder l'émergence de la dégradation. Et ça, nous, médecins, on n'est pas formés à ça. D'accord ? C'est moi qui fais beaucoup de conférences, moi qui suis invité régulièrement, et je vous remercie de m'inviter sur votre plateau, eh bien, les collègues me disent, mais c'est la première fois qu'on nous parle de ça. Et pourtant, c'est si évident. C'est si évident. Mais si moi je fais référence à mes études, la seule chose sérieuse, c'était la pathologie. On avait les 2 premières années de nos études, on apprenait l'anatomie, la physiologie. Un peu de sémiologie. Un peu de sémiologie. Et très vite, les maladies. Et ensuite, on rentrait dans le vif du sujet, c'est-à-dire la pathologie. Mais en fait, moi, j'ai eu un regard un petit peu différent sur tout ça. Parce que moi, ce qui m'a fait rentrer en médecine, c'est le vieillissement. Jeune adolescent, je me suis toujours dit, mais Seigneur, quelle différence peut-il y avoir entre des gens de 70 ans encore jeunes et des gens de 50 ans déjà vieux? Et moi, mes parents étaient des artistes. Alors, c'était à une époque où, si vous ne travailliez pas, vous ne mangiez pas. Hein. Il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, et donc, mon père a continué à sculpter à plus de 80 ans et ma mère, qui était maître de ballet, a continué à donner des cours à plus de 74 ans. 74 par nécessité. Ans. Par nécessité, mais par bonheur également. C'était quelque chose, c'était leur vie. Et ils étaient capables de le faire. Et ça, c'était quelque chose, c'était un exemple extraordinaire. Et quand vous voyez à côté de ça des gens de 50 ans, comme je le dis, déjà vieux, vous dites, mais quel miracle, quelle différence, d'où vient cette différence? Et c'est vrai que je me suis intéressé donc à la médecine et j'ai cherché à comprendre dès le début de mes études pourquoi, comment. Et ça a toujours été, à travers l'ensemble de mes études de médecine, une de mes préoccupations, essayer de savoir pourquoi. Alors que c'était toujours un peu décalé parce que, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mes maîtres n'avaient pas forcément cet intérêt sur le vieillissement. Le vieillissement fait partie de notre maladie, notre vie. Hein, c'est notre, comment dire, la vie. Le processus normal. Voilà. Mais alors, la vie est un don de Dieu et donc finalement, souvent on considère que la vieillesse et la mort fait partie du même cycle. Et c'est vrai que se dire que finalement, peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, juste sous nos mains ou sous nos pieds, et que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas voir. Une notion importante pour vous, docteur de Gégère, c'est le capital santé. Alors, oui, nous sommes tous très inégaux et à la fin de cette période de développement, jusqu'à la fin de l'adolescence, eh bien, on va accumuler un capital santé. Et ce capital santé, il va être fait de densité osseuse, de capacité musculaire et de capacité à mémoriser des choses. Il est très riche et très différencié. Et ce capital, ensuite, eh bien, on peut, comme tout type de capital, on peut soit le manger, l'utiliser, le dilapider, soit on peut se dire, oui, j'ai tant et je vais le respecter. D'abord, je vais en prendre conscience. Et c'est ça, un des messages forts du livre, c'est de prendre conscience, quel que soit son âge, c'est qu'on a un capital santé et que ce capital santé, il faut le respecter. Il est précieux. Et donc,
essayer de le maintenir le plus longtemps possible, au meilleur niveau possible. Vous expliquez qu'il y a pour vous deux visions de la médecine qui sont différentes mais nullement contradictoires. D'une part, la médecine de soins, Oui. celle qu'on apprend, et la médecine de la longévité qui s'appuie, elle, sur la physiologie et prône précisément cette lutte active contre la sénescence. Je pense que c'est ça qui est maintenant quelque chose que nous devons garder en tête. Et de plus en plus de praticiens s'intéressent à ça, s'intéressent à cette notion de capital santé, de santé. Restons en bonne santé. Que faire pour rester en bonne santé? Et c'est vrai que par rapport à ce capital, nous avons besoin de moyens d'évaluation. Parce que toutes les spécialités médicales, que ce soit la cardio, la diabétologie, se sont toujours développées à partir de mesures. Il n'y a pas de diabétologie si vous n'avez pas de mesure de la glycémie. Il n'y a pas de cardiologie sans électrocardiogramme. Donc, il était important également d'avoir ces instruments de mesure, et c'est ce qu'on mesure à travers le concept d'âge physiologique. C'est-à-dire qu'on va... C'est intéressant, ces notions d'âge et de 3 âges, en fait. Vous dites, il y en a 3 différents. Voilà, vous me tendez la perche, donc on va en parler tout de suite. Alors pour vous, il y a l'âge de l'état civil, il y a l'âge ressenti. C'est vrai que on ressent pas obligatoirement son âge dans sa tête. Et il y a l'âge physiologique. Vous pouvez nous les définir tous les 3? Bien sûr. Alors, l'âge chronologique, c'est celui qu'on connaît, c'est déterminé par votre date de naissance. En fait, il a d'intérêt que pour finalement avoir le droit de passer son permis de conduire et éventuellement, à partir d'un certain âge, avoir le droit de partir en retraite. Hein, c'est de l'administratif pur. Ensuite, vous avez un autre âge, et il est linéaire. Hein, l'âge chronologique est vraiment linéaire. Et il y a un autre âge qui est l'âge ressenti, c'est-à-dire l'âge que vous sentez avoir. Et il y a une très belle étude qui a été publiée il y a quelques années dans Frontier of Psychology, qui montrait que au-dessus, vous aviez cette droite, et l'âge ressenti est en dessous. Et entre 50 et 65 ans, il va de moins 10 à moins 15 années. C'est-à-dire qu'à 65 ans, on peut se dire, moi j'en ai 50. Oui, vous dites précisément 65 ans, c'est l'âge où l'écart est le plus grand. Vous dites à 25 ans d'âge chronologique, on a 25 ans de ressenti. À 80 ans, on en a 72, mais à 65 ans, c'est là que l'écart est le plus grand. C'est là que l'écart est le plus grand. Et j'allais dire, malheureusement, parce que c'est là où les choses changent le plus dans votre corps. C'est là où vous avez besoin d'être conscient de ces différences. Ce n'est pas des handicaps, mais c'est sûr que si vous êtes un sportif, eh bien, vos performances sont moindres. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent à 55 ans, ils me disent « Ouh là là, la journée, ça va être compliqué. » Moi, je dis à ma secrétaire de ne pas prendre de rendez-vous l'après-midi, après le repas. Les choses changent. Néanmoins, on peut travailler, on peut partir en vacances, on peut faire énormément de choses. Mais on est moins performant et il faut quelque part aussi accepter de se regarder dans la glace et de se dire c'est plus si simple. L'expérience, en revanche, est extrêmement trompeuse. J'aime bien, par exemple, prendre l'exemple du tennis. Moi, vous, à 20 ans, on courait sur toutes les balles, même celles qu'on savait perdues. Allez, on y allait et on se disait... avec un peu de chance, on y arrivera. À 50, on s'économise, on choisit. On se dit, celle-là, c'est pas la peine. J'attends, je me réserve pour la suivante. Donc, vous voyez, c'est ça l'expérience. Et cette expérience nous donne l'impression qu'on est toujours aussi bon, alors qu'on n'est plus. En fait, on gère notre diminution de capacité. Alors, comment on mesure, docteur de Gégère, son capital santé? Alors, en fait, c'est à travers des instruments de médecine, mais que l'on va utiliser dans un temps primaire. C'est-à-dire que on va, par exemple, si vous prenez des tests respiratoires, des tests de spirométrie, ça va nous servir
par exemple, à faire des diagnostics d'insuffisance respiratoire, d'asthme, de choses comme ça. Mais en réalité, on peut également étudier la variation de nos performances en fonction de l'âge, hors pathologie. Si vous regardez des vitesses de conduction cérébrale à travers des potentiels évoqués cognitifs, eh bien, vous savez qu'ils sont les plus rapides vers 20 ans. Et puis, ils se dégradent ensuite tout au long de la vie. Et tout ça va nous donner des points de repère. En fait, on a énormément de références. Et le plus simple à comprendre, c'est certainement ce qu'on appelle l'âge artériel. Une artère, et Dieu sait si les artères sont importantes, puisque l'atteinte des artères de notre système artériel nous conduit... Deuxième cause de mortalité. Voilà, de mortalité et de morbidité. Et donc, comment elle vieillit avant de se boucher, cette artère? Eh bien, elle vieillit en se rigidifiant. La caractéristique physiologique d'une artère, c'est sa souplesse. C'est souple. Tout au long de la vie, ensuite, en fonction de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement, elle va se rigidifier. Et au-delà d'un certain degré de rigidification, à ce moment-là, eh bien, elle va tomber malade et on va rentrer dans le cursus classique de la médecine à travers le diagnostic et le traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez quelqu'un de 50 ans, par exemple, lorsqu'on va mesurer sa rigidité artérielle, eh bien, si on tombe sur une rigidité artérielle qui correspondrait à quelqu'un de 65 ans, et c'est tout à fait possible, ça n'a rien d'exceptionnel, ça veut dire que cette personne porte en fait le risque de quelqu'un de 65 ans, et non pas de quelqu'un de 50 ans. Et donc, ce type de technique nous permet de mesurer, paramètre par paramètre, la réalité de son âge physiologique grâce aux comparaisons, aux références que nous avons. Vous insistez beaucoup sur un examen qui s'appelle le DEXA Scan, qui est peu pratiqué, je dirais, ou pas pratiqué de façon très très courante, et qui pourtant est essentiel. Alors, cet examen de la DEXA, c'est un examen qui est passionnant parce qu'il va nous renseigner avec exactitude sur nos différents compartiments corporels. On suit facilement notre poids, mais dans ce poids, il y a un certain nombre de réalités. C'est un mauvais critère de surveillance, le poids, vous le dites à un moment dans son livre. Certains se targuent d'avoir le même poids à 60 ans qu'à 20 ans, mais vous dites que c'est absolument pas un critère de bonne santé. Non, mais justement, c'est un excellent exemple, parce que vous pouvez avoir le même poids, mais vous aurez perdu du muscle, vous aurez perdu de l'eau, vous aurez perdu de l'os, et vous aurez pris de la graisse. Et vous resterez au même poids. Mais le corps aura complètement changé. Et vous savez très bien que la masse grasse dans un corps humain est un facteur de risque cardiovasculaire. Masse grasse viscérale en plus. On peut parler de celle-là, parce qu'elle, c'est en plus coronarien. Donc c'est vraiment le pire du pire. Et puis, vous pouvez évaluer tout ça avec précision. Et donc, vous pouvez savoir si votre masse grasse viscérale, par exemple, c'est celle qui est autour des viscères, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la liposucer, eh bien, on se rend compte que cette masse grasse viscérale monte. Et que plus elle monte, plus le risque d'avoir une atteinte coronarienne est important. Mais là, ce qui est passionnant sur les critères de physiologie que nous utilisons, et ce qui est essentiel, et ce que vous ne retrouverez pas avec l'âge chronologique, parce que l'âge chronologique n'évolue que dans un sens. Absolument. Et l'âge physiologique peut s'améliorer. C'est-à-dire que si vous faites les bons gestes à la fois en termes d'exercice physique, en termes de nutrition, eh bien vous allez pouvoir voir votre masse grasse viscérale diminuer. Alors, vous parlez là de l'amélioration du capital santé. J'ai été surpris dans votre livre. Là, vous évoquez d'emblée la nutrition et l'activité physique. Et dans le livre, en fait, vous placez les correcteurs physiologiques devant. Oui. Alors, d'habitude, je suis très politiquement correct, je commence par la nutrition, par l'exercice physique, parce que ce sont des bases importantes. Mais si on prend un peu de recul sur l'évolution de l'être humain,
Et là encore, c'est un exemple concret que tout le monde peut constater. Si vous vous mettez à la sortie d'un fast-food, je ne nommerai aucun fast-food, on va dire d'un fast-food, vous allez voir deux groupes de gens. Il y a des gens qui vont manger, ils vont tous aussi mal manger, hein, tous. Et il y a des gens qui vont rester fins, bien, et il y a des gens qui deviennent obèses. Et donc, vous voyez bien, les deux feront la même quantité d'exercice physique. Et vous voyez bien que la vraie différence qui existe entre ces deux groupes d'individus est leur métabolisme. Vous avez des gens qui ont un métabolisme qui leur permet d'absorber en quantité étonnante des choses que l'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Je mange tout et je prends pas un gramme. Voilà. Et puis d'autres qui malheureusement basculent dans la surcharge avec tous les problèmes, parce que cette surcharge jeune va impliquer une multitude de problèmes dans l'avenir. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un regard un peu différent et de mettre le métabolisme au premier plan. Bien que le métabolisme, vous atteignez la problématique du métabolisme aussi à travers l'exercice physique. Parce que si vous augmentez votre masse musculaire, vous augmentez votre métabolisme de base. Donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est vrai qu'un des points importants de ce livre, me semble-t-il, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de truc. Il faut effectivement accepter d'être pris en charge médicalement pour pouvoir avoir les bons examens et les bons conseils. Alors, vous évoquez la nutrition, l'activité physique, on en reparlera, je pense, avec Nicolas. Et vous expliquez qu'un certain nombre de ces correcteurs peuvent être soit hormonaux, soit non hormonaux, mais sont essentiels. Oui, parce que là aussi, lorsque l'on voit que, lorsqu'on étudie le métabolisme d'un organisme sénescent, on voit apparaître un certain nombre de carences. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'éléments de notre métabolisme qui finissent par être, en déficit. Et ces éléments-là ont une importance sur le fonctionnement du corps humain. Donc, il faut être capable, à un moment donné, si, d'un point de vue, le tableau clinique est cohérent, de proposer une supplémentation. Voilà, on arrive au terme de la première partie de notre magazine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Médecine de la longévité, une révolution. Merci docteur Serge Rafal, merci docteur de Gégère. Victor Hugo a dit 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Et bien avec vous, on a appris une bonne nouvelle, qu'on ne vieillissait pas, qu'on se développait. Développez-vous bien pendant cette petite pause et on se retrouve dans une minute où vous reviendrez, chers auditeurs, un peu plus développés. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Deuxième partie de Réfoy, nos auditeurs qui sont revenus plus développés. J'en suis persuadé après cette petite pause salutaire. Nous sommes toujours avec le docteur Christophe de Gégère pour son livre « Médecine de la longévité » paru chez Guy Trédaniel. Une révolution, c'est un plaisir de vous avoir. Docteur Serge Rafale, vous vouliez relancer bien sûr le métabolisme en un, mais la nutrition c'est important également. Vous aviez une question pour le docteur. Oui, à la fois la nutrition et l'activité physique. Alors vous écrivez « La santé n'est pas que dans l'assiette » ou plus encore, les maladies sont dans l'assiette. Et vous dites, pour vous, bien manger en quantité et qualité maintient le vieillissement dans les normes, mais mal manger accentue la sénescence. Oui. Alors, il faut bien comprendre les choses. On pense souvent, ou c'est souvent écrit et dit, qu'à condition que vous mangiez très bien, vous allez éviter ou ralentir votre sénescence. Mais en réalité, c'est pas ça. Vous avez une courbe, qui est notre courbe d'espérance de vie, et cette courbe diminue tranquillement, normalement, jusqu'à 122 ans. Déjà, 122 ans, c'est l'espérance de vie maximale de l'espèce humaine. Jeanne Calment. Jeanne Calment. Non détrônée jusqu'à ce jour. En revanche, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, la réalité française, hommes et femmes, est bien moins importante. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on meurt avant? Eh bien, c'est l'émergence des pathologies. Si vous êtes sédentaire et si vous mangez, entre guillemets, mal, ou mal adapté à votre organisme, évidemment, vous allez dégrader plus vite votre organisme, évidemment, vous allez aller plus vite vers les maladies. Mais tout ce qu'on peut gagner en mangeant parfaitement et en étant actif physiquement, mais activité physique adaptée, hein, pas certains excès sportifs dont on sait que malheureusement ils vieillissent très mal, eh bien, vous allez en fait rester sur cette courbe de la normalité classique du vieillissement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais mal manger, être sédentaire accélère votre vieillissement, vieillissement qui est parfaitement bien connu. Je devrais d'ailleurs dire sénescence. Et si, au contraire, vous faites très attention, bah, vous restez sur cette courbe de la sénescence. Vous restez toujours en deçà, en fait. Serge Rafale, on a appris la semaine dernière qu'à l'âge de 86 ans, le départ de Sir Bobby Charlton, footballeur qui avait gagné la Coupe du Monde en 66. C'est un bon âge quand même pour un footballeur. Quand on parle de vieillissement, docteur, on évoque les télomères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est les télomères exactement? Alors les télomères, c'est un sujet passionnant, qui est vraiment entre la vie et la mort, parce que les télomères, ce sont ces petites capsules de protection qui sont au bout des chromosomes. Petits capuchons, quoi. Les petits capuchons. Et à chaque fois que la cellule se divise, ce petit capuchon diminue. Elle en perd un bout et n'est pas entièrement remplacé, ce qui fait que division après division, et bien du coup, il n'y a plus de capuchon. Et quand il n'y a plus de capuchon, c'est le patrimoine génétique de la cellule qui est atteint. Et à ce moment-là, la cellule, elle se rend bien compte qu'il y a un bout de disque dur, si j'ose dire, qui est abîmé, et elle a deux choix. Soit elle se suicide, c'est ce qu'on appelle de l'apoptose, soit elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devient cancéreuse. Donc, c'est toute l'importance d'avoir aussi une vision sur ces télomères et d'essayer de maintenir ces télomères le plus long possible. Et il y a différentes possibilités d'intervention. On est capable actuellement d'allonger les télomères parce qu'on voit des articles qui effectivement l'évoquent, mais dans la réalité, on sait le faire. Alors, une chose encore, les télomères, c'est le prix Nobel d'Elizabeth Blackburn et deux de ses confrères de 2009. On est dans de la science dure, hein, c'est une vraie réalité. On s'est aussi rendu compte que les pathologies comme la progéria ou le syndrome de Werner, progéria, vous savez que l'espérance de vie maximum est 12 ans, hein, et Werner peut-être 35 ans, ont des maladies des télomères, justement. Et que lorsque vous prenez des cellules chez un patient qui souffre de cette maladie de Werner et que vous la mettez
en contact avec des stimulateurs de cette télomérase qui est l'enzyme qui rallonge les télomères, eh bien, elle reprend une cinétique normale, la cellule. Elle ne meurt pas aussi rapidement que ne le voudrait son génome. Alors, il y a différents moyens d'agir sur ces télomères, différents moyens ont été décrits. Alors, il y a tout. Il y a l'activité physique, il y a la méditation, il y a... Alors, l'activité physique, pour reprendre elle doit être modérée, parce que si vous allez trop loin en activité physique, vos télomères risquent d'être abîmés. Il y aura tout ce qui est antioxydant, est censé avoir un effet positif sur vos télomères, et puis il y a également toutes les molécules qui sont des molécules qui vont permettre de stimuler la fameuse télomérase, et la plupart du temps, ce sont des molécules à base d'astragale. Ne pas aller trop loin dans les activités physiques, vous venez de le dire, ne pas aller trop loin non plus dans la sédentarité, si on peut dire. Vous dites que pas mal d'activités voilà, de détente, alors vous venez de parler de la méditation, mais pas mal d'activités de détente finalement n'en sont pas très éloignées de cette sédentarité. Il faut bouger plus, il faut bouger quand même davantage. On a parfois le sentiment qu'on fait suffisamment d'activité physique et vous dites, non, l'activité physique, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle fréquence, ça obéit quand même à des règles. Oui, vous faites bien de le rappeler. Souvent, on se dit que ce qu'on fait est finalement pas mal du tout. Et souvent... On se rassure. Juste on se rassure, oui. Mais moi, je vois par exemple, moi, je fais une activité physique, bien sûr, je vais dans une salle de sport, mais pendant que je fais mes exercices, j'adore regarder les autres. Et si les autres écoutent cette émission, ils vont se méfier. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte que même sur 1 heure, ils vont pratiquer que 20 minutes. Et ils vont discuter ou se reposer pendant les 40 minutes. Donc, ils se disent, j'ai fait 1 heure de salle de sport. En réalité, que 20 minutes. Ensuite, ils sont dans le confort. C'est-à-dire que si vous faites, je ne sais pas, moi, vous poussez quelque chose 20 fois, mais c'est toujours le même poids, en fait, vous ne faites pas d'effort. Pour que vous puissiez développer une masse musculaire, il faut faire un effort. Et donc, c'est le gros défaut que nous avons, et c'est le gros défaut que nous avons en plus en vieillissant, c'est qu'on a tendance à vouloir rester tranquille dans le confort. Et donc, pour aller un peu plus loin, que ce soit d'ailleurs pour faire du cardio-training ou pour faire du muscle, eh bien, il faut être capable d'avoir parfois un regard extérieur. Et moi, j'aime bien les coachs pour ça, parce que le coach, quand vous avez envie d'arrêter, à la 12e fois, il vous pousse jusqu'à la 20e fois. C'est important parce que dans toutes les études, là, il y a un consensus pour dire que les sédentaires vivent 5 ans et demi de moins que les actifs. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle, mais la plupart du temps, on fait comme ce que je viens de décrire, oui. Alors, le point important, c'est l'évaluation, justement. Parce que quand vous avez quelqu'un et que vous avez déterminé que sa masse maigre est de, je dis n'importe quoi, 40 kilos, et que vous lui donnez des conseils d'exercice physique, et 6 mois plus tard, il est à 39 kilos et qu'il vous a dit, en arrivant, mais je fais plein de sports, j'ai suivi tous vos conseils, et il a perdu 1 kilo, c'est qu'il y a un problème. Soit vous avez donné de mauvais conseils, bon, mais ça c'est une hypothèse qu'on ne retiendra pas, soit il n'a pas bien compris ce que vous lui avez dit, donc il faut réexpliquer, mais en tout cas on est dans un échec, et à ce moment-là il faut se poser les questions. A-t-il la possibilité en protéines, par exemple, de faire ses muscles? Parce que s'il a une alimentation qui manque de protéines, mais il aura du mal à faire du muscle. Et vous expliquez, en fait, il est plus important de fabriquer du muscle que perdre un peu de graisse? Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez plus de muscles et que vous mangez la même chose, forcément, il va y avoir un déséquilibre. Et donc, vos muscles vont aller chercher cette quantité de calories nécessaires, d'énergie nécessaire, ils vont la chercher ailleurs et donc dans la graisse. Mais il peut y avoir quelque chose de trompeur, et là on rentre, excusez-moi, mais on rentre dans les finesses du raisonnement. Parfois vous avez des gens qui vont faire un exercice donné, ils vont bien le faire, et qui 6 mois, 1 an plus tard, n'auront pas gagné de muscle.
Mais pourquoi? Quand on rentre ensuite encore plus dans le détail de la topographie de ces muscles, vous allez vous rendre compte qu'il va avoir gagné du muscle, par exemple sur les membres supérieurs s'il les a plus travaillés, et perdu sur les membres inférieurs parce qu'il les a moins travaillés. C'est-à-dire que votre métabolisme aura cherché les protéines dans les autres muscles. D'où l'importance de cette alimentation. Mais tout ça se mesure. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des points qui nous disent que, scientifiquement, voilà, les protéines sont passées là, tel muscle s'est développé, et si votre masse musculaire se développe, c'est votre métabolisme de base qui se développe. Et à travers ce métabolisme de base, vous améliorez l'ensemble de votre fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, est utile. Et puis, permettez-moi d'insister une dernière fois, si à 6 mois ou 1 an, avec une nouvelle DEXA, vous vous rendez compte que votre consultant ou votre patient n'a pas pris de muscle, il y a une remise en question et donc vous cherchez une autre solution. Et quand il se rend compte 6 mois plus tard qu'il en a pris, à ce moment-là, il sait que tous ses efforts lui ont servi. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Et c'est un jeu qui se crée ensuite entre le médecin et le patient pour arriver au meilleur résultat. On voit des pubs en ce moment à la télévision qui parlent d'un nouveau terme pour le grand public, IMC, indice de masse corporelle. Est-ce qu'il faut s'y fier? Vous dites pas complètement. C'est pas un nouveau terme, l'IMC. Pour le grand public, j'entends. Il a été créé par Quetelet, qui était un mathématicien qui, je crois, est mort en 1892. Oui, excusez-moi si je me trompe. Le grand public, c'est un acronyme que le grand public a peu l'habitude dont le grand public a peu l'habitude d'entendre parler, certainement. Est-ce qu'il faut s'y fier à cet IMC, cet indice de masse corporelle? C'est un indice qui est totalement dépassé maintenant. Dépassé par le DEXA-scan oui, dont vous parlez. Bien sûr. Tout à fait. Donc, ça permet de savoir globalement sur une population, de savoir si les gens sont plutôt en surcharge pondérale ou pas. Mais il y a des faux résultats, c'est-à-dire que si vous prenez... Si on prend Teddy Riner, voilà, on va considérer qu'il est obèse, alors que c'est... Absolument, alors que c'est pas le cas. Non. Eh bien, on va passer tout de suite à notre chronique suivante en compagnie du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Vladimir Mitz, on va parler de chirurgie esthétique comme chaque semaine dans Réfoy. Vladimir Mitz, le docteur Vladimir Mitz, l'homme dont la souplesse artérielle n'est plus à démontrer. Et non, et je lutte pour la longévité. Je suis sûr que nos auditeurs ont beaucoup appris en écoutant Monsieur de Gégère, le docteur de Gégère. Comment vieillissent alors, docteur Vladimir Mitz, les différentes structures du visage? On a le derme, l'épiderme, la peau, les tissus gras, l'os. Comment ça vieillit? Oui, il y a tout ça. Disons que vous avez beaucoup parlé de cet effort qu'il faut faire pour l'intérieur, et moi je parle un peu de la carapace. Cette carapace qui fait que quand on se regarde dans la glace ou que les autres nous voient, elle contribue énormément à notre équilibre psychologique. Notre première présentation. Oui. Et il y a quand même des réalités. On sait que, par exemple, qu'au niveau de la peau, les fibres élastiques se cassent avec le temps. Les fibres élastiques, c'est les fibres élastiques comme celles qu'il y a dans un lit. Et au bout d'un certain temps, à cause de petites molécules de calcaire qui se mettent dessus, elles finissent par se casser. C'est pour ça que les gens d'un certain âge ont une peau qui devient de plus en plus ridée. Il y a aussi une diminution de la fabrique du collagène. Le collagène, ce sont les briques qui sont faites par notre corps pour étayer et épaissir la peau. Et donc ces briques, elles aussi, sont moins bien fabriquées et elles sont plus difficiles pour se réparer. La réparation est plus complexe. Le problème de la graisse est différent. Comme vous l'avez décrit, il y a vraiment 2 typologies qui sont un peu génétiques. Certains patients vont stocker de la graisse en trop. Vous êtes très maigre à 20 ans, vous êtes poupin à 60. D'autres, au contraire, maigrissent avec le temps et parfois, c'est paradoxal, la moitié supérieure du corps maigrit, les orbites se creusent et on prend de la graisse au niveau de la moitié inférieure du corps, au niveau du ventre, au niveau des fesses et des hanches. Donc là, ce sont des typologies qui viennent de famille en famille, qui descendent comme ça des schémas que l'on sait maintenant relativement bien reconnaître. Et pour ce vieillissement, eh bien, c'est pas très facile de le traiter, mais il y a quand même des moyens. Je vais dire tout de suite, il y a un moyen très important, c'est la prévention.
soleil-tabac. Si au moins les auditeurs qui nous écoutent peuvent être persuadés de ça, toutes les études ont montré que le soleil casse les fibres élastiques de la peau et que le tabac contribue aussi à la diminution de la vascularisation, c'est-à-dire de l'énergie qui arrive au tissu pour refabriquer des nouveaux tissus et du collagène. Et donc, au moins, sachez que quand on se met au soleil, normalement, la vitamine D, c'est comme l'activité physique, c'est bien, mais pas trop. Mais pas trop. Et si on prend à partir de l'âge de 12 ou 13 ans l'habitude de dormir au soleil et d'avoir des coups de soleil pour essayer d'être encore plus brun que du chocolat, c'est pas une très bonne idée. Le livre du docteur de Gégère, Médecine de la longévité, une révolution, vous dites qu'il y a 3 révolutions sur le rajeunissement du visage. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ces 3 révolutions? Ah oui, c'est vrai qu'au niveau de notre apparence, il y a eu des progrès fantastiques, aussi bien au niveau de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique et de la prévention. Au niveau de la médecine esthétique, 2 découvertes, je vous en ai déjà parlé, de l'une, le Botox, qui permet de diminuer la contraction des muscles au niveau du visage. C'est une lutte contre les rides du lion, contre le front qui est trop marqué, les plis du cou qui apparaissent par contraction des muscles qu'on appelle les muscles paussiers. Et une autre révolution, c'est de bons produits pour remplir. C'est l'acide hyaluronique, qui est un composant de nos cartilages, un composant naturel. Et figurez-vous que les chimistes ont réussi à reproduire cet acide hyaluronique pratiquement à l'identique à celui qu'on a dans le corps. Et encore mieux, ils le font fabriquer dans des usines où travaillent pour nous des microbes, des colibacilles qui fabriquent des tonnes et des tonnes d'acide hyaluronique. Mais après, il faut savoir comment cet acide brut, on va le purifier, comment on va le relier, comment on va le stabiliser. En tout cas, actuellement, on peut, grâce à cet acide hyaluronique, combler des sillons nasogéniens, épaissir discrètement des lèvres, pas ces lèvres stupides que l'on voit, qui sont, ça fait, oui, bien sûr, peu batraciennes. L'éviter. Mais ça nous aide aussi beaucoup, même en chirurgie réparatrice, parce que ça permet de combler quelques petits trous, et des petits orifices ou des petites dépressions. J'ajoute qu'une autre révolution qui s'est associée à cela, et on en a parlé la semaine dernière, c'est le lipofilling, qui consiste à utiliser la propre graisse que l'on a à l'intérieur de nous pour, en quelque sorte, refaire une cimentation des endroits où on manque d'épaisseur au niveau du visage, au niveau des orbites si elles sont creuses, avec un intérêt qui est particulier, parce que dans ces cellules graisseuses, il y a aussi ce qu'on appelle des cellules souches. Ce sont des cellules primordiales, et figurez-vous qu'actuellement, on est capable, en prenant une cellule souche dans la graisse, de fabriquer une cellule cardiaque, de fabriquer une cellule nerveuse. Il y a donc un potentiel de régénération qui est vraiment révolutionnaire, il n'est pas encore absolument explosif, mais cela se développe énormément. Et puis, il y a la chirurgie. Alors, la chirurgie a fait beaucoup de progrès. Les premiers liftings ont été faits fin 19e siècle par un chirurgien américain qui s'appelait Miller aux États-Unis. Et d'ailleurs, il avait opéré Sarah Bernhardt, qui a été ratée. Elle est revenue, elle n'était pas contente. Alors, elle a trouvé une chirurgienne française, elle s'appelait Suzanne Noël. Et Suzanne Noël lui faisait boire du thé, lui faisait une petite anesthésie locale et lui enlevait des petits morceaux de peau avant la représentation. C'est pas pour ça que Cocteau a dit le monstre sacré. C'était pas en rapport avec son visage raté, non? Non, mais le problème, c'est qu'on a dû lui couper une jambe parce qu'elle avait eu un problème vasculaire et elle continuait de jouer. Mais la chirurgie du lifting s'est considérablement développée et je dirais qu'au début du XXe siècle, on avait tendance à tirer surtout sur la peau pour rajeunir un visage. Un peu comme une femme qui refait le lit, mais elle ne fait que tirer la couverture. Et je suis assez fier parce que les travaux que j'ai faits dans les années 70 ont montré qu'on pouvait aussi utiliser, pour rajeunir le visage, un système musculaire qui est un petit peu plus profond, qu'on n'avait pas trop utilisé jusque-là, et sur lequel on peut compter pour donner une meilleure traction, une meilleure définition esthétique au niveau du visage, ce qui permet de ne pas trop tirer, mais quand même de bien répartir les tissus. Là, c'est comme si la femme non seulement tirait la couverture, mais elle réajustait les draps, et elle mettait aussi les oreillers à la bonne place, puisqu'on replace toutes les structures qui se sont affaissées. Et ces liftings donnent une impression de naturel, et surtout les patients sont très heureux. On change vraiment la vie de ces patients qui gagnent entre 10 et 15 ans d'apparence d'une façon assez étonnante. Et qu'est-ce qu'on leur dit quand on les voit? Ah, tu as l'air en forme, toi. Et pour nous, c'est un grand compliment. Ça a un inconvénient, c'est que jamais ces patientes nous diront qu'elles ont été opérées. On a une petite place dans leur cœur, elles pensent des fois à nous, mais jamais elles n'avoueront, parce que ce serait quelque part
à dire qu'elles aussi C'est participent à ce un métier. désaveu. C'est un désaveu, voilà. Un commentaire sur la médecine esthétique. Est-ce que dans votre pratique, voilà, vous avez de plus en plus de patients, je dis pas de patientes, mais de patients au pluriel, voilà, qui vous confient être allés, voilà, pratiquer une médecine esthétique? Je dirais que il y a vraiment des choses très différentes, hein. Il y a ce qu'on appelle la médecine esthétique, la médecine anti-âge, la chirurgie esthétique et la médecine de la longévité. Tout ça, ce sont des domaines très différents avec une vision différente des choses. La médecine, mais très complémentaire, hein. Et aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est pour le médecin ou les chirurgiens esthétiques sont des artistes. Il y a de véritables artistes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit parfois des choses extraordinaires. Ensuite, c'est l'extérieur. Et l'extérieur ne peut bien se reconstruire que si l'intérieur est également pris en charge. C'est toujours pour moi dommage de voir des gens qui, comme vous le disiez justement, se disent j'ai perdu 10 ans, j'ai perdu ou j'ai rajeuni, mais en fait qui passent à côté de leurs problématiques vasculaires, de leurs problématiques métaboliques, et quand il y a des liftings, ils vont vieillir beaucoup moins bien que si on s'en occupe à 2 mains ou à 4 mains, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont préoccupés des deux, parce qu'à l'inverse, quand vous êtes en pleine forme, vous avez aussi envie que ça se voie. Et finalement, cette ride, ce machin qui vous gêne et sur lequel vous allez devenir un petit peu obsessionnel, c'est bien de l'enlever. Donc les deux se conjuguent à merveille. Une vie mesurée, une vie équilibrée dans tout. Activité physique, pas trop de sédentarité, pas trop de recours à la chirurgie esthétique, un peu, mais dans tout, il faut un petit peu de tout pour vivre bien. Vous nous avez pas parlé des biohackers et de l'épigénétique. Dites-nous un mot déjà sur les biohackers. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce sont la plupart du temps de jeunes étudiants, 20-25 ans, qui ont une compétence certaine dans leur domaine, ça peut être des biochimistes, des biologistes, etc., et qui vont s'appliquer à eux-mêmes un certain nombre de leurs idées. Donc ils vont savoir que telle molécule va se développer ou telle cellule va se développer de telle façon, mais dans une boîte de pétri, et ils vont se l'appliquer à eux-mêmes. Donc il y a chez ces gens-là, je dirais, un grand délire qui est dangereux parce qu'ils ne sont pas médecins, ils ne savent pas forcément ce qu'ils font, mais ils ont dans la tête que la sénescence, ce n'est que technique et qu'il faut juste trouver la bonne réponse, la bonne molécule, la bonne association de molécules pour échapper à tout. C'est eux qui peuvent parler parfois d'immortalité. Alors vous les retrouvez dans le milieu transhumaniste, très souvent. L'immortalité, moi, j'ai toujours tendance à dire que on n'a pas ça au catalogue, et je suis pas sûr que l'être humain soit construit pour vivre immortel, ça n'a pas de sens. Mais on est capable de rendre des cellules immortelles. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que biologiquement, vous citez dans votre livre 3 espèces qui effectivement peuvent vivre très 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 longtemps. Moi, quand j'ai travaillé à la faculté des sciences, c'était un de mes jobs de rendre des cellules de fibroblastes immortelles. Et normalement, une cellule de fibroblaste se divise une 50aine de fois. On dit une 50aine de passages. Et lorsqu'on rend ces cellules immortelles, eh bien, on monte jusqu'à 500 passages et ensuite ça devient un petit peu ennuyeux. Mais ce ne sont pas des cellules cancéreuses, hein. Sont des cellules qui conservent le respect du contact de l'autre cellule et qui sont toujours capables de fabriquer ce pourquoi elles étaient initialement créées.
Docteur Serge Rafal, très vite, il nous reste 30 secondes. Juste une formule que j'emprunterai à Marcel Achard, qui est un auteur de théâtre autrefois à la mode, qui disait « La vieillesse, c'est quand on choisit un restaurant pour le sommelier et plus pour la serveuse ». Eh bien, nous étions ravis de vous accueillir, docteur Christophe de Gégère. Médecine de la longévité, une révolution chez Guy Trédaniel. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme? Vous savez que j'ai bien connu Arthur Rimbaud. Hein. Il vous embrasse. Juste un petit mot alors sur votre presque homonyme, Mick Jagger, 80 ans. Vous avez vu comme il se déhanche sur scène, c'est incroyable ça. Est-ce que... Alors ça, c'est la problématique des artistes. Les artistes, ils ont une autre âme. C'est le jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse, ça marche bien quand même. La preuve. On était ravis. Merci de vous accueillir dans Réfois. Merci à à bientôt. vous. Merci. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.